Bonjour, c'est une évidence qu'il est nécessaire de rappeler. Il est urgent que chacun adopte à son niveau, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, des pratiques et des comportements compatibles au développement durable. L'artisanat n'échappe pas à cette urgence et c'est pourquoi La Belle Entreprise est heureux de vous présenter des actions de développement durable en compagnie de Samuel Breton qui a fondé son entreprise Vivre Éco, accompagné de Denis Chal de la Chambre de métier et de l'artisanat du Loir-et-Cher. Messieurs, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Denis, est-ce qu'on peut commencer? Oui, pour commencer, on va commencer par une définition du développement durable, s'il vous plaît. Alors, le développement durable, pour être simple et concret, ça repose sur 3 piliers, un aspect économique, un aspect social, un aspect environnemental. C'est la jonction entre ces 3 domaines-là. Dans l'artisanat, le développement durable, ça va être avant tout un développement économique de l'entreprise. Donc, qui dit développement économique dit de l'activité économique sur un territoire, tout type de métier, qualifié, non qualifié, de l'emploi bien souvent non délocalisable. Une coiffeuse, un garagiste, un plombier, ce ne seront jamais délocalisables. Sur la partie environnement, on va s'intéresser à tout ce qui va être consommation d'énergie, maîtriser et réduire sa consommation, tout ce qui est gestion des déchets. Ça peut être fait en interne de l'entreprise. Et puis également vis-à-vis de la clientèle, ça peut être de préconiser des matériaux naturels, des matériaux biosourcés, notamment dans le domaine de la construction. Et le troisième volet, sur l'aspect social, actuellement, une entreprise, ce n'est plus uniquement un résultat net et un chiffre d'affaires, c'est avant tout une entreprise qui est insérée dans la société, qui a une responsabilité sociétale. Donc il faut que l'entreprise puisse aider ses compagnons, ses ouvriers, ses collaborateurs à monter en compétences. Elle va également participer à la vie sociale, ne serait-ce qu'en termes de sponsoring, de partenariat avec des structures associatives sur un territoire. Et puis également, le dernier volet va concerner l'apprentissage. La Chambre des métiers du Loir-et-Cher a un CFA avec 1200 apprentis. Ces apprentis-là, ce sont les futurs artisans, les futurs chefs d'entreprise de demain. Il faut qu'ils puissent être formés par l'artisanat et ce sont les entreprises artisanales qui forment ces artisans. Et c'est peut-être la première chose à retenir, c'est que développement durable, ce n'est pas synonyme uniquement d'environnement, mais qu'il y a vraiment ces 3 piliers. Il y a l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect sociétal. Et justement, c'est sur ces 3 piliers que vous intervenez, Samuel, et que vous avez mis en place des actions de développement durable. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des actions que vous avez mises en place au sein de votre entreprise Vivre Éco ? Oui, donc ça a été assez simple. Ça a tout d'abord été de limiter notre zone de chalandise à un secteur d'environ 50 km vol d'oiseau, puisque nous réalisons donc des prestations de construction de saturbois et de rénovation énergétique de l'habitat existant. Donc ça a été une zone de chalandise plus faible, un recrutement ciblé des salariés pour qu'ils aient aussi moins de trajets pour venir travailler, puisque nous on repart ensuite sur des chantiers, donc il ne faut pas qu'on ait trop de temps de transport, ce qui est nuisible à la vie familiale. Ça veut dire que limiter sa zone d'intervention, en fait, ça a 2 impacts. Environnemental, il y a moins de transport, donc moins de pollution des véhicules. Et puis le bien-être des salariés, on ne se tape pas des heures et des heures de route pour aller sur un chantier pour revenir après. Une meilleure qualité de vie. Voilà. Et ces décisions ont été prises, nous, en interne, puisque les salariés, j'ai voulu qu'ils aient 25% du capital disponible qui leur est réservé, où ça nous permet de fixer notre politique au niveau des ventes, au niveau des recrutements et au niveau des prestations que nous allons réaliser. Ça veut dire qu'au-delà de cette prise de participation au capital, ils ont leur mot à dire dans la gouvernance de l'entreprise. Ils ont leur mot à dire, ils votent mon salaire, ils choisissent exactement sur quel type de prestation nous allons intervenir, sur quelle zone géographique nous allons intervenir, notre mode de travail, nos prix de vente, nos temps de réalisation. On gagne, on partage. Ça me paraît tout à fait naturel. Et alors, est-ce que ça se passe bien? Parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent faire des bonds sur leur fauteuil en nous regardant. C'est-à-dire, ils doivent dire c'est pas gérable. Un patron dont on vote le salaire, un patron dont on vote les décisions, c'est pas gérable. Vous, comment ça se passe? Je rappelle que c'est une PME de 18 salariés. Est-ce que la vie est belle? Est-ce que c'est gérable? Ça se passe très bien. Tous les salariés ne s'impliquent pas autant, puisque certains ne veulent pas investir, parce qu'il y a une part de risque. Il faut gérer aussi les problèmes matrimoniaux. À côté de ça, ça les permet de garder les meilleurs, ça permet de les déresponsabiliser, puis de donner un petit peu un sens à leur travail. C'est pas très compliqué, et je peux promettre que plus les salariés investissent, plus vous gagnez d'argent. Voilà. Oui, parce que quand on est partie prenante au capital d'une entreprise, on a plutôt intérêt à ce que ça marche, donc on est plutôt motivé et plutôt très impliqué dans son travail. Voilà. Quelles sont les autres actions mises en place ? Alors, les autres actions mises en place ont été plutôt, donc toujours dans l'esprit coopératif, de monter une coopérative d'artisans
pour acheter des matériaux, donc maîtriser un petit peu nos approvisionnements, avoir les matériaux qui répondent vraiment à nos métiers, à nos prestations, ce qui n'était pas toujours le cas quand on était dépendant du négoce. Ça veut dire que vous êtes associé avec d'autres artisans pour acheter vos matériaux. Voilà, donc on est associé au sein d'une coopérative qui s'appelle Cobat, où nous sommes 150 artisans, qui appartient elle-même à un groupement national de coopératives qui s'appelle l'ORCAB et qui représente quand même plus de 6000 artisans au niveau national. Et dans votre cœur de métier, est-ce que vous avez mis en place des actions de développement durable ? On a mis en place des actions de développement durable. On a réalisé une des premières maisons BBC du Loir-et-Cher en ossature bois. On a fait des BBC, bâtiments basse consommation. On a fait des chantiers de type de rénovation énergétique d'anciens bâtiments, donc existants. Et on a surtout envoyé énormément de salariés en formation pour les sensibiliser justement à toutes les nouvelles méthodes d'isolation, d'étanchéité à l'air et d'interface entre les différents corps d'État. Denis, comment la Chambre de métier et de l'artisanat accompagne un artisan qui voudrait se lancer et mettre en place des actions de développement durable ? Au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat du Loir-et-Cher, on peut proposer un accompagnement différent en fonction de l'activité de l'artisan. L'artisanat regroupe 250 activités, donc on a 250 manières d'accompagner différemment, on va dire. Mais principalement, soit ce sont des actions, on va dire, collectives, de l'information, de la sensibilisation. Par exemple, dans le domaine de la construction et des matériaux biosourcés, la Chambre de métier de la région Centre a mis en place un guide sur les écomatériaux. Ça peut être également de l'accompagnement individuel au travers d'entretiens, de conseils, de diagnostics en entreprise sur la partie énergie, partie déchets, sécurité, santé au travail, différentes thématiques. Et puis également, la Chambre de métier est là pour valoriser les bonnes pratiques au sein des activités artisanales, notamment au travers d'opérations ciblées, notamment les éco-défis. C'est une opération qui valorise les bonnes pratiques environnementales des commerçants. 2, 3, 5 défis à relever. On va communiquer avec le commerçant sur ces bonnes pratiques. Et plus spécifiquement dans le bâtiment, je crois que vous avez mis aussi en place une plateforme qui s'appelle REV. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors on essaye de rêver avec tous les artisans du bâtiment. REV pour rénovation énergétique en Vendômois, donc sur le pays vendômois, dans le nord du Loir-et-Cher. L'objectif, il est à la fois de faire de la performance énergétique, donc de rénover des vieilles maisons, années 50-60, des maisons qui ont 200-250 € de chauffage par mois, donc une facture énergétique très très importante, de faire en sorte est-ce que cette facture, on la divise par 3, par 4. Donc on va vraiment faire effondrer la facture d'énergie, on va rendre le bâtiment très performant, très confortable à vivre. Et en même temps, ces systèmes de plateforme vont nous permettre de simplifier la vie du client, parce que le client particulier qui souhaite rénover toute sa maison, menuiserie, isolation, chauffage, ventilation, il va avoir du mal à contacter 5 ou 6 artisans différents, à gérer les devis, à gérer les chantiers, etc. L'objectif de la plateforme, c'est qu'on a une équipe d'artisans qui intervient ensemble, qui se coordonne, qui vérifie que les devis soient bien complets, qu'il n'y ait pas de redondance sur les devis. Et pour ce faire, on s'appuie sur les modules Doremi qui ont été mis en place au niveau national. Ça veut dire que moi, je suis un habitant du Vendômois. Je veux rénover ma maison, je vais sur cette plateforme Rêve. Je dis juste, je veux rénover ma maison, et là, j'ai un artisan qui va se charger de prendre contact avec moi, qui va être le représentant des autres artisans éco-responsables, et qui va mettre en place à la fois le chantier, tous les devis pour faire chuter ma facture de chauffage. L'idée, c'est bien ça. On simplifie les choses. Le client particulier prend contact avec l'espace Info Énergie pour avoir des aides, des renseignements sur les aides financières, sur les travaux de rénovation effectués. Suite à ça, on va mobiliser une équipe d'artisans, notamment l'équipe de Samuel Breton. Samuel est pilote de l'équipe, on va dire, est chef d'équipe. Donc c'est lui qui va gérer l'interface entre le client et les autres membres, les autres artisans, les autres membres de l'équipe. Chaque artisan reste maître de son devis, reste maître de sa mise en œuvre, mais il faut simplifier les choses, il faut proposer, on va dire, une offre commerciale simple pour que le client valide l'ensemble des devis de l'équipe. Quel est l'intérêt pour un artisan de rejoindre la plateforme Rêve ? Pourquoi vous êtes membre de cette plateforme ? Alors, on a rejoint la plateforme puisque déjà, il y avait un investissement très important du Pays de Vendôme, de la Chambre des métiers, du CAUE, donc Conseil en architecture, qui a voulu coordonner en fait la réponse des artisans. Aujourd'hui, les particuliers ne savaient pas trop à quel artisan il fallait s'adresser pour avoir une rénovation énergétique globale. On avait des réponses qui étaient très disparates en fonction des corps d'État, pas toujours très objectives,
puisque le plombier, toujours dire que c'était la chaudière, le menuisier, les menuiseries, le plaquiste, l'isolation. Et on avait même parfois des loupés dans les travaux, puisque par exemple la VMC était installée, les fenêtres étaient changées, mais il n'y avait pas les entrées d'air. Voilà, tout simplement, parce qu'il y avait un problème en fait, de communication. Et ça nous a permis aussi de nous améliorer au niveau de la remise de l'offre, puisque artisans, on n'est pas des très bons commerçants. Voilà, donc de nous structurer et surtout d'amener un full service, donc une prestation globale, encadrée en plus donc, par un conseil en architecture, donc avec des travaux pertinents. Et je suppose que le fait de se professionnaliser d'un point de vue commercial, ça vous a généré un chiffre d'affaires et des nouveaux clients ? Ça nous a permis déjà de prendre du recul, de ne pas penser qu'à notre métier, de penser à vraiment toute cette interface entre tous les corps d'État, donc d'amener quelque chose d'intelligent dans la rénovation, de cibler les travaux qui étaient prioritaires, ceux qui avaient vraiment un retour sur investissement, d'avoir quelque chose de cohérent vis-à-vis du client. On a une offre qui était structurée, c'est bien guidé, il sait exactement à quoi s'attendre, l'économie qu'il va réaliser, comment vont se structurer toutes les phases du chantier. Pourquoi un artisan doit-il se mettre au développement durable ? Pourquoi aujourd'hui c'est indispensable et qu'à la rigueur, il ne faut même plus se poser la question, il faut foncer ? Alors, bien souvent, face à un public de créateurs d'entreprises, je leur pose la question, comment est-ce que vous allez vous différencier de vos confrères, de vos concurrences ? Bien souvent, on me répond de la qualité à un bon prix. Le prix, il est ce qu'il est, on ne peut pas le baisser plus que ça. La qualité, une fois qu'elle est bonne, on a du mal à l'améliorer. Pour moi, il devient primordial pour qu'une entreprise, pour se différencier de ses concurrents, de ses confrères, de mettre en avant les bonnes pratiques, de mettre en avant une éthique, une manière de fonctionner, une ambiance dans l'entreprise. Le développement durable, actuellement, dans les entreprises artisanales, c'est vraiment un lien fort entre le client et l'entreprise, et ça permet également de se démarquer d'autres structures de grande taille, notamment pour les commerces de proximité. On peut avoir un vrai lien, une fidélité entre le client et son boucher. Je vais prendre un exemple très simple. Mon boucher charcutier, je peux aller le voir avec mon propre contenant pour mettre le plat préparé et revenir chez moi avec. C'est quelque chose qui n'est envisageable de le faire dans les grandes surfaces. Ce n'est pas du tout possible. Donc le développement durable, c'est vraiment un pilier de développement pour les entreprises artisanales et surtout pour se démarquer des groupes un peu plus importants. Vous, Samuel, qu'est-ce qui vous a motivé ? Voilà, pourquoi vous vous êtes engagé à fond dans le développement durable ? Alors déjà, c'est une formation de base, puisque j'avais une formation dans l'environnement, tout simplement, plus que dans le bâtiment au départ, même si mon père était charpentier. Après, à l'époque, j'ai senti ce problème d'énergie qui allait disparaître, énergie fossile. Je me suis dit, il va falloir faire quelque chose, il va forcément falloir isoler les bâtiments. On avait regardé ce qui consommait le plus. Et puis, je voulais donner un petit peu un sens à mon travail. Si en plus, on peut améliorer les choses au niveau de la planète, tant mieux, c'est formidable, c'était bien des convictions. Le gouvernement, d'ailleurs, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, avait commencé à mettre en place. On voyait bien que ça allait venir. On mettait des réglementations thermiques pour l'habitat. On essayait de réfléchir à des transports plus propres. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen et de vivre mieux, d'essayer d'appliquer cette politique et en même temps d'œuvrer pour l'environnement. C'était tout à fait dans ma philosophie. Et puis aujourd'hui, avec un aspect un petit peu d'obligation, c'est-à-dire que pour que les clients puissent bénéficier de certaines aides, il faut absolument que l'artisan ait certains labels. Certaines qualifications, donc notamment qui soient reconnues Grenelle de l'environnement, donc la qualification RGE. Donc c'est des formations à faire, des audits qui sont contrôlés par Calibat, par différents organismes, des chantiers témoins qui sont pris au hasard, qui sont contrôlés, qui nous obligent à formaliser nos offres, à structurer nos devis, nos factures, mettre énormément de mentions, donc pour que ça soit bien clair au niveau du client, qu'il sache bien qu'est-ce qui va être fait comme travaux chez lui, quelle performance il va atteindre, quelle est la pertinence au niveau retour économique. Et je pense qu'un artisan aujourd'hui qui ne se lance pas justement dans cette démarche reconnue Grenelle de l'environnement va perdre énormément de parts de marché, puisqu'aujourd'hui les gens n'ont plus d'aide. En fait, ça va un petit peu plus loin que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir sur le développement durable pour se démarquer, mais qu'on est presque à l'étape suivante, c'est-à-dire que si on veut maintenir son activité, si on veut s'en sortir, il faut aller sur le développement durable. C'est vrai qu'actuellement, il y a une demande de la clientèle de plus en plus prégnante, de plus en plus importante, pour que l'entreprise soit en adéquation avec la demande de la clientèle de développement durable. C'est une des thématiques importantes. Et pour moi, ça va bien au-delà. Quand je disais tout à l'heure, une entreprise, ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires, ce n'est pas que de la comptabilité. Il faut vraiment qu'elle s'insère dans la
dans la société et le développement durable, on est vraiment en plein dedans. La clientèle y est sensible, l'entreprise permet d'optimiser ses consommations d'énergie, d'avoir une rentabilité meilleure. Ça permet également d'intéresser, de fidéliser à la fois ses salariés et à la fois la clientèle. Donc c'est vraiment un vrai pilier de développement pour les artisans. Et peut-être pour conclure, c'est qu'il vaut mieux y aller maintenant parce qu'il y a des aides et quand ça deviendra une évidence et que ça sera répandu, il y aura peut-être moins de fonds publics disponibles et donc ça sera plus cher pour l'artisan qui s'y mettra. Alors, en termes de coûts, il y a certaines pratiques qui sont peu coûteuses à mettre en place. Il y a d'autres formations, d'autres labels qui ont un coût. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de la Chambre de métier, nous sommes là pour simplifier les choses vis-à-vis de l'artisan. S'il a des difficultés techniques, notamment sur la gestion des déchets par exemple, au niveau de la Chambre de métier, on peut le conseiller. S'il a besoin de conseils sur les ressources humaines, on peut l'accompagner aussi. Concernant des investissements, s'il y a des investissements, je vais prendre un exemple concret. Un pressing qui avait une machine qui était refroidie avec de l'eau, il avait 260 litres d'eau chaude, on va dire, par jour qui rejetait au réseau. Et de l'autre côté, il devait chauffer de l'eau pour faire tourner ses machines. Donc une facture importante. Voilà, donc on a réutilisé l'eau de refroidissement qui était chaude pour aller dans les machines et faire du lavage. Cet investissement-là, il y a eu une aide de la région Centre accompagnée par la Chambre de métier. Donc en termes d'investissement, il peut y avoir également des dispositifs d'aide financière. Et l'investissement qu'on fait au départ, on le récupère après parce qu'on fait des économies. Voilà, effectivement, absolument. Messieurs, merci beaucoup pour ces éclairages. Voilà, merci. Bravo pour ce que vous faites. Pour en savoir plus sur votre entreprise, Samuel, il y a un site internet, c'est www.vivreco.com. Pour suivre l'actualité et bien comprendre tout ce que peut vous proposer la Chambre de métier de l'artisanat du Loir-et-Cher, c'est cma41.fr. Et de façon plus générale, si vous voulez vous faire accompagner par une Chambre de métier de l'artisanat, vous allez sur www.artisanat.fr. Vous pourrez trouver la chambre la plus proche de chez vous. Pour revoir cette émission, www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit du développement durable vous accompagne. Au revoir.